fois. Donc on reçoit un invité, si j'ai bien compris, exceptionnel. C'est Monsieur Dimitri, Monsieur Dimitri Mendeleïev. Vous dirigez un programme, je crois, très très singulier. Vous êtes venu peut-être avec votre traducteur, si j'ai bien compris. Peut-être vous lui souhaitez un bon accueil parmi nous. Excusez mes français. Je vais essayer. Mon traducteur est là si jamais je ne comprends pas les questions. Le programme Atome Hotel a pour but de vulgariser les tableaux périodiques des éléments que j'ai découverts il y a quelques années. À mon époque, nous connaissions 63 éléments chimiques. Aujourd'hui, je découvre que 114 éléments chimiques sont découverts. Et nous avons décidé d'explorer la dimension culturelle du tableau périodique des éléments avec des chercheurs, des artistes et des étudiants. Voici donc le contenu de ce projet en collaboration. Donc c'est une réponse que j'ai faite au pôle culture scientifique de l'Université Montpellier 2 pour travailler avec eux en tant que mascotte officielle. D'accord, et vous concourez pour le Nobel, pour de telles découvertes ou... Est-ce que vous concourez pour le Nobel avec une telle découverte? Вы собираетесь получать Нобелевскую премию с тем, что вы открыли? Нет. Le projet est un projet qui n'est pas scientifique, mais qui est éducatif. Nous pouvons regarder le site internet qui est juste une version de travail. Donc, ceci est le travail que nous mettons en place. Donc, vous reconnaissez le tableau périodique des éléments. Si nous rentrons, donc les collègues de la technique, ils s'appellent Dimitri aussi. Dimitri, on peut rentrer dans l'hôtel, s'il vous plaît. Voici, donc, et en fait, donc vous voyez le tableau de toutes les chambres qui correspondent à un élément chimique. Et si nous allons, par exemple, dans la chambre de l'europium, qui n'existait pas à mon époque, nous avons une petite vidéo d'un chercheur qui explique dans la vie de tous les jours à quoi sert l'europium. Et nous allons donc, de façon collaborative avec les publics, réaliser des petits objets multimédia qui permettront de parler des éléments chimiques. Voilà l'intention du projet. Et alors, parmi les nouveaux éléments chimiques, quelle a été la découverte la plus incroyable? Quel est l'élément qui va révolutionner la physique? Какой химический элемент, который вы открыли, наиболее интересный в плане науки? Écoutez, ça ne fait pas longtemps que j'ai découvert tous ces nouveaux éléments. Je suis en train de comprendre. À mon époque, la radioactivité était toute récente. Donc, j'ai besoin de rentrer un peu dans tout ce que ça implique au niveau sociétal et de comprendre. Mais je pense que effectivement, les éléments radioactifs sont en ce moment en plus très très d'actualité et dans l'histoire de l'humanité sont très importants. Il fait chaud sous la barbe, j'ai l'impression. Il fait chaud Jarka, à Montpellier. Et alors, peut-être rappeler l'adresse donc de ce site. On voit quelques images à l'écran. Mais... Oui, alors le site, c'est www.atome.um2.fr. Parfait, merci pour nous faire partager cette découverte. Muriel Gage nous rejoint, vous êtes maître de conférence en histoire des sciences et peut-être que vous travaillez avec ces individus autour de ce projet. Oui, bonjour. Eh bien, effectivement, je suis maître de conférence en épistémologie et en histoire des sciences. Et j'ai pu croiser Dimitri Mendeleïev, mais disons plus dans les livres sans doute que de le voir en vrai. Et je suis très très impressionnée ce matin. Par ce qu'il a proposé. Alors, une idée justement d'épistémologie qu'on souhaitait développer avec vous, c'est comment pense-t-on les sciences dans notre société? Alors, quel projet se développe autour de cette question?
Alors, il y a énormément de projets sur ces questions sciences et société. Et d'ailleurs, je peux annoncer une journée épistémologie qui se tiendra à l'UM2 le 19 juin avec des tables rondes, des conférences sur les questions d'éthique, les questions de sciences et société, les questions autour du gène, les questions socialement vives, par exemple. Mais peut-être il faudrait rappeler ce qu'est l'épistémologie, parce que je ne sais pas si Dimitri Mendeliev sait très bien ce qu'est l'épistémologie. Niet. À son époque, c'est un petit peu le démarrage de cette discipline nouvelle qui s'interroge sur la science, sur sa structure, sur ce qu'elle est, sur les différentes évolutions de la science dans son histoire, sur les aspects, disons, philosophiques, sur les aspects plus science et société, c'est-à-dire on considère la science comme une activité sociale comme une autre. Plus personne aujourd'hui, ou très peu de chercheurs, travaillent tout seuls dans une tour d'ivoire, par exemple. Donc ce sont des activités sociales qui sont construites en commun et qui sont dans des contextes historiques situés, et ça a un sens très particulier. Et alors quelles sont justement dans le temps les grandes évolutions en matière d'épistémologie? Le rapport de la science à la société, j'imagine, a énormément évolué depuis l'époque du professeur. On est plus redevable, on doit rendre compte aujourd'hui? Disons que ça a évolué depuis l'époque de Mendeliev. L'épistémologie n'existait pas vraiment. Il y a une tradition anglo-saxonne avec l'épistémologie qui était plutôt une théorie de la connaissance. Donc Dimitri ne connaît pas l'épistémologie. Il en a une idée à travers l'histoire des sciences, qui est une branche de l'épistémologie. En France, la tradition de l'épistémologie, c'est plus une tradition en lien avec les concepts. On étudie les concepts dans la science, les concepts qui permettent de construire la science. Dans les pays anglo-saxons, on est plus sur les aspects sociétaux, en tradition, je veux dire. C'est-à-dire qu'on s'interroge sur les institutions, on s'interroge sur les implications sociales, on s'interroge sur la construction en tant que telle. Aujourd'hui, cette espèce, disons, ces deux grandes orientations ne sont plus d'actualité. Au revoir Dimitri, à très bientôt. Et quand on fait de l'épistémologie et de l'histoire des sciences, on travaille tant sur les contenus des sciences, sur leur contenu en général, sur leur évolution, sur qu'est-ce que c'est qu'une vérité scientifique, par exemple, que sur les liens de ces concepts avec les sociétés. Donc il y a un aspect science et société, éthique, questions socialement vives, qui sont extrêmement importantes aujourd'hui. C'est ça peut-être le développement de cette discipline tout au long du XXe siècle. Alors j'accueille deux étudiants qui sont sur un parcours HPDS, Histoire, Philosophie et Didactique des Sciences. On peut peut-être leur demander, donc Robin Birger et puis Isabelle Busseau. Alors vous voyez que ce sont deux étudiants qui ne sont pas tout à fait de la même génération. Donc la question que j'ai envie de leur poser, c'est pour vous l'épistémologie, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi à un moment donné intégrer un parcours d'histoire, de philosophie des sciences dans un cursus scientifique? Et puis quand on est un chercheur en sciences, quels sont les apports de l'épistémologie? Alors moi j'ai commencé par un cursus en écologie. Et à plusieurs reprises durant mon parcours, j'ai tenté d'interroger le statut de la vérité scientifique, le statut de l'objectivité, de questionner les impacts sociopolitiques de certaines recherches. Et à plusieurs fois, on m'a répondu que c'était pas le moment, c'était ni le lieu ni le moment dans un cursus scientifique de poser ce genre de questions. Vous étiez dans quelle discipline? En écologie, biologie, écologie. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis retourné vers un cursus histoire et philosophie des sciences où c'était le lieu de poser ces questions. Alors moi, je suis chercheuse au CNRS, ici à Montpellier, en biologie et même en génétique de la drosophile. Et ce qui m'a attirée dans ce master, c'est que je fais pas mal de vulgarisation scientifique. Et donc ça m'aide, ça me donne une formation pour ça. Et aussi, je m'intéresse à l'histoire de ma discipline. Et là aussi, ça m'a montré que la biologie est une discipline très particulière, avec une histoire très intéressante. Et dans quel sens? Dans quel sens? Eh bien, dans le sens que je vois, par rapport à moi, ce que je fais au laboratoire quand je construis mes connaissances, ce qui s'est fait dans le passé, dans la construction des connaissances en génétique. Et notamment la drosophile, parce que moi qui ai fait la biologie, j'ai travaillé sur la drosophile, oui. C'est comme si on avait toujours travaillé sur la drosophile. D'ailleurs, ce soir, j'en profite pour dire qu'il y a une conférence à l'Agora des Savoirs sur la drosophile, donc je vous conseille d'y aller, vous apprendrez beaucoup de choses. Vous apprendrez beaucoup de choses. Je voudrais juste rajouter un mot sur la question du lien entre l'épistémologie et l'histoire des sciences dont parle Isabelle.
Effectivement, l'histoire d'une discipline scientifique, c'est une branche de l'épistémologie. Mettre les sciences en histoire, c'est les mettre en culture. Et c'est vrai qu'il y a tout un tas d'activités et de développement de recherche qui sont menées notamment dans notre université sur ces thèmes-là. Mais ça reste une branche de la discipline épistémologique qui est plus large. Je le disais tout à l'heure, elle est en lien avec des questions de philosophie des sciences, par exemple. L'épistémologie et philosophie des sciences sont très proches. En lien avec des gens qui travaillent davantage sur qu'est-ce que c'est que la science, qu'est-ce que c'est que la structure logique d'une théorie scientifique, qu'est-ce que c'est que la vérité scientifique, comment prouver, par exemple. Et puis plus les questions sciences et société qu'on évoquait tout à l'heure. Donc finalement, il faut retenir de l'épistémologie que ce n'est pas une discipline unifiée, si on peut dire, comme les mathématiques, comme la physique, comme les sciences. C'est une discipline qui partage les préoccupations, qui est à l'intersection d'autres sujets et d'autres disciplines. Et alors vous qui venez de l'écologie, vous disiez que vous aviez des vérités que vous vouliez remettre en cause. Enfin, quel type de débat, du coup, vous avez éventuellement nourri à travers ce master ? Eh ben, là, par exemple, alors c'est pas vraiment de l'écologie, mais je travaille sur l'affaire Sokal. Donc c'est une controverse des années, l'affaire Sokal, une controverse des années 90 où se confrontent deux courants de pensée, donc des défenseurs de la rationalité scientifique et de l'autre côté des défenseurs d'un relativisme, c'est-à-dire qui considèrent les connaissances comme construites et ancrées donc historiquement et socialement. Et donc cette controverse qui a lieu dans le champ public a permis donc aux scientifiques d'exposer leur conception épistémologique et donc de rendre explicite ce qui était autrefois implicite. Voilà. Deux mots peut-être d'annonce sur ce programme que vous nous proposez le 19 juin. Alors, le 19 juin, donc, se tiendra à l'UM2, sous l'égide de la Faculté des Sciences, la deuxième journée épistémologie. Elle vise avant tout à expliquer ce que c'est que cette discipline, à montrer les principaux travaux de recherche. Donc les étudiants du master vont piloter un certain nombre d'actions. Au programme, une conférence de Bernadette Bansaud-Vincent, qui est une philosophe des sciences et qui travaille vraiment sur les questions sciences et société. d'Anne-Françoise Schmitt, qui travaille, elle, davantage sur les questions d'éthique. Il y aura également une table ronde avec ces deux invités et un troisième invité qui est un historien qui va parler du gène, et la veille, les conférences IFIS, qui sont des conférences interuniversitaires, vont recevoir cet invité. Une séance de poster, un blog, donc tout ça sera mis en ligne avec toutes les informations nécessaires. Donc rendez-vous le 19 juin sur le campus. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup à vous. Merci à vous. Bonne continuation, bonne réussite à ce colloque et puis bonne continuation sur le master. Merci.